Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est que vous attendez avec impatience la saison 4 de The Expanse, donc partons du principe que les spoilers vont pleuvoir pendant les quelques minutes qui vont suivre. Faisons un petit point sur les points essentiels à se remettre en tête pour bien comprendre ce qui va se passer le 13 décembre sur Prime Video. Par contre, tu peux leur dire que cette quatrième saison reprend quasiment à la lettre les événements du quatrième tome de la saga écrit par James S. A. Corey qui s'intitule Les Feux de Cibola. Oui, effectivement. J'aurais pu leur dire, mais tu viens de le faire, donc au pire, je peux vous dire que je vous mets dans la description le lien vers le livre sur Amazon si vous voulez découvrir avant les autres ce qui va se passer. Je pense pas qu'on puisse reprendre tranquillement une nouvelle saison de The Expanse après plus d'un an de silence radio sans se remettre un minimum dans l'ambiance et essayer de remettre les choses en place. Passons donc quelques minutes ensemble pour que je vous présente les éléments qui auront de l'importance dans cette saison 4. C'est parti, générique. We looking fresh when we stepping in the VIP. Look at us. Everybody gonna notice we just so fly like the F-16. They stare with their mouth wide open. Reprenons donc par la base de l'histoire de The Expanse. La Terre, suite à des bouleversements climatiques, a été forcée d'expatrier dans la galaxie une partie de sa population pour trouver sur d'autres planètes une solution viable, exploiter de nouvelles ressources ou installer la population immigrante sur des terres utilisables. Attends, je te préviens tout de suite. On va pas encore recommencer à raconter des conneries comme dans la présentation de la série en se mélangeant les pinceaux entre galaxies, univers, voie lactée, système solaire et tout le bordel. Je sais que c'est pénible de répéter les mêmes termes à chaque fois, mais fais gaffe. Oui, je sais. Je vais essayer de rester dans les clous, comme ça j'aurai pas besoin d'utiliser mon super pouvoir de mauvaise foi pour essayer de justifier quelques erreurs de fainéantise. Bon, en tout cas, la première option choisie par la Terre pour pallier au bouleversement climatique a été de mettre en place un projet de terraformation de la planète Mars. Une délégation a donc été envoyée sur la planète rouge avec pour mission de transformer cet amas de poussière en planète bleue en quelques centaines d'années. Une colonie a donc été mise en place sur Mars avec des contraintes qui ont transformé des colons en spartiates. En fait, on peut parler de spartiates parce que sur Mars, les conditions de vie sont extrêmement difficiles avec une gravité nettement plus forte, une atmosphère composée à 95% de dioxyde de carbone et une surface recouverte d'une poussière qui pénètre tous les véhicules. Merci professeur. Donc entre les deux planètes, une ceinture d'astéroïdes ou de navires spatiaux s'est formée. Et un peu comme dans nos banlieues, les habitants sont mis à l'écart et utilisés pour les tâches les plus ingrates. La ceinture et les Belters sont donc une population fière, rebelle et qui a développé son propre langage et sa propre culture en résistance à la Terre ou à Mars, qui use d'ouvriers sans aucun remords. L'OPA, groupe de résistance politique, et au départ considéré comme terroriste, a profité des événements pour être reconnu comme un gouvernement à part entière de la ceinture et être entendu par les dirigeants du système solaire. L'OPA est dirigé par Fred Johnson, même s'il a longtemps été considéré comme le leader des terroristes de la ceinture, mais il représente finalement la branche soft de l'OPA face à d'autres extrémistes qu'on va rapidement voir arriver. Oui, effectivement. Mais les tensions sont pourtant toujours aussi vives entre les Belters et les populations de la Terre ou de Mars, qui sont appelées les Inners. Même si les dirigeants de la ceinture que sont Ashford et Drummer ont leur mot à dire, il reste encore une forte faction qui veut reprendre le contrôle de la galaxie et rebattre les cartes pour que la population de la ceinture puisse enfin ramasser quelques miettes du butin. Le gouvernement qui gère la galaxie est géré par les Nations Unies et avec à leur tête Christian Avasarala, qui avait réussi à sortir du piège tendu par Mao grâce à l'assistance de Bobby Trapper. Mais cette saison 4 nous présente une secrétaire générale des Nations Unies remise en cause par une élection qui la met face à une concurrence totalement à l'opposé de ses idées sur les portes qui sont apparues dans le courant de la saison 3. Les positions sont simples, Avasarala a été informé des découvertes de James Holden et préfère attendre avant de lancer la population à l'aventure dans des galaxies totalement inconnues, d'où de nouvelles menaces pourraient sortir de n'importe où. De son côté, Nancy Gao, l'ancienne employée d'Avasarala, Nancy Gao est interprétée par l'actrice Lily Gao, et même si son personnage est décrit comme étant une ancienne employée de Christian Avasarala, elle fait sa première apparition dans cette saison 4 comme la principale opposante à la secrétaire générale encore en poste. Nancy Gao voit les anneaux comme une nouvelle opportunité pour les populations de construire des colonies sur des planètes habitables et donc donner leur chance à tous les aventuriers assez courageux pour partir à l'aventure dans des zones totalement inconnues de l'univers. Vous l'aurez donc compris, les révélations de Miller à la fin de la saison 3 et la vision apocalyptique qu'il a eue de la galaxie en flammes a un tantinet refroidi la secrétaire générale qui doit essayer de protéger la population tout en essayant de ne pas créer la panique entre les planètes
qui sont déjà à couteau tiré. Rappelez-vous, la carrière si prometteuse de Bobby a littéralement été mise à terre par la protomolécule et les soldats ultra cheatés qui ont été fabriqués par Jules Mao et le Dr Strickland. Exactement de la même manière et à cause des mêmes personnes, sa mission d'escorte d'Avasarala à la rencontre de Mao se termine par un pur carnage, et même si elle tente de réintégrer les rangs de l'armée martienne, l'engagement de Bobby est profondément touché et son expérience sur Ganymède a totalement changé sa vision de la politique entre Mars et la Terre. Elle sait qu'il y a des pouvoirs bien plus complexes qui sont en marche. Avant le projet Caliban, Bobby était farouchement nationaliste et dévoué aux intentions de sa nation et de Mars. Le projet de terraformation était pour elle le seul moyen de sauver l'humanité et un rêve magnifique pour lequel tout un peuple s'était battu et avait souffert. Elle exprimait souvent la supériorité des soldats martiens sur les autres populations qui n'avaient jamais connu cette souffrance. Donc après avoir déserté l'armée martienne pour partir aux côtés d'Avasarala et avoir finalement été réintégrée après avoir été graciée pour ses hauts faits après avoir sauvé l'humanité, Bobby est de retour dans les rangs de Mars, mais elle ne fait plus partie de l'armée. Simple employée de bord, elle vit chez sa sœur et essaye de rester au maximum loin des problèmes. On la connaît tous et préparez-vous à la voir être impliquée dans une affaire sombre, mais encore une fois bien plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. James Holden est passé de simple second sur un navire sans importance à super-héros de la galaxie. Prophète à ses moments perdus et aussi à la base de tous les plus gros problèmes de la même galaxie. Le Canterbury, il était là. Sur Eros, il était là. Au moment de Ganymède, il était pas loin. Les rencontres avec la protomolécule, il est là à chaque fois. Le lien avec Miller, c'est pour lui. L'ouverture des anneaux, c'est encore lui. Donc on est d'accord, hein. Il a sauvé les meubles un bon paquet de fois, mais c'est quand même lui à chaque fois qui est le déclencheur ou la source des drames de la galaxie. C'est un missionnaire de l'espace qui a décidé de sauver les populations au risque de sa vie et de son équipage. Que ce soit Nagata, Amos ou Kamal, ils savent tous qu'un jour ou l'autre, il va les pousser en plein milieu des problèmes pour des raisons complètement folles. C'est ça. James Holden est le Don Quichotte de la galaxie. Mais le héros de la littérature était un gros malade qui voyait des moulins à vent comme des monstres terrifiants. Donc de là, imaginer que le mec était littéralement timbré, je pense qu'il y a un tout petit pas à faire. Il est le seul à avoir vu ce que représentaient les anneaux. Ils avaient été construits par un peuple ancien comme une gigantesque autoroute pour relier les points les plus éloignés, et que ce peuple avait été effacé de l'existence peut-être par la protomolécule. Dans cette saison 4, à la fois pour son courage, mais certainement aussi pour l'envoyer le plus loin possible de la Terre, Avasarala lui donne pour mission de partir au-delà des anneaux sur une planète fraîchement colonisée par les Pelters et où une navette de soldats est envoyée pour officiellement sécuriser le périmètre. Après avoir été envoyé à la recherche de Julie Mao en tant que détective privé, après avoir permis au monde de découvrir le secret de la protomolécule et des dangers qu'elle représente, Miller se sacrifie finalement sur Eros pour protéger la planète Terre d'une infection par la protomolécule. On fait vite fait le point sur la protomolécule. C'est un agent infectieux d'origine extraterrestre qui modifie radicalement les formes de vie qu'elle infecte. Elle communique et évolue en esprit de ruche en plaçant une graine comme ça a été le cas avec Julie Mao qui a pris le contrôle de toutes les particules de protomolécules dans le système solaire. On ne peut pas vraiment parler d'être vivant, mais la protomolécule cherche à se développer et à coloniser la plus grande partie de l'univers. Ouais, c'est ça. Mais on n'avait pas encore terminé avec Miller et son chapeau ridicule. Il apparaît maintenant à Holden comme un messager rebelle de la protomolécule après qu'elle ait réussi à coloniser Vénus. On ne sait pas vraiment à quoi sert cette apparition de Miller, si c'est vraiment Miller, ou si c'est juste un moyen utilisé par la protomolécule pour mener à bien ses plans d'infection de tout l'univers. On ressent qu'il n'est pas complètement acquis à la cause de son patron et qu'il essaye de résister avec ses faibles moyens, mais le lien qu'il a réussi à mettre en place avec Holden est fragile, et cette 4e saison va montrer que leur alliance sera déterminante pour sauver une fois de plus la population humaine. Justement, je parlais en parlant d'Holden de l'apparition de ces anneaux et de la possibilité qu'ils accordent aux hommes de voyager à des distances encore récemment inimaginables de la Terre vers des nouveaux mondes et donc de nouvelles opportunités pour les immigrés de la planète bleue, pour les Pelters qui se sont toujours sentis floués par la Terre, mais aussi pour Mars parce que le projet de terraformation lancé sur la planète rouge paraît littéralement impossible au final et donc les sacrifices que ça implique sont totalement remis en cause par l'apparition de toutes nouvelles opportunités. Sur le papier, ce réseau de transport est un magnifique nouveau plan pour l'humanité, l'ouverture d'un tout nouveau bac à sable où les peuples vont pouvoir s'expatrier pour découvrir de nouvelles ressources, construire de nouvelles technologies, peut-être même découvrir des populations extraterrestres. Dans cette 4e saison, c'est une planète en particulier qui sera le terrain des tensions entre les différentes factions. Il s'agit d'Ilus ou New Terra. Cette planète ressemble quasiment point pour point à la Terre et a donc été colonisée par les premiers à avoir franchi les anneaux. On verra que la planète est un peu plus hostile et dangereuse qu'elle ne le paraissait au départ,
même si c'est la première marche dans la colonisation. Mais concrètement, le passé, la politique et l'égoïsme des hommes va complètement changer cette belle découverte en un nouveau sujet de tension et de discorde qui va entraîner des révoltes, des combats et des renversements politiques. La Terre et Avasarala y voient un potentiel danger pour l'humanité suite aux révélations de Holden à propos d'une race entière effacée de l'univers par on ne sait pas vraiment qui. Mars y voit la possibilité d'échapper aux contraintes imposées par la planète qui étaient jusque-là justifiées par la terraformation. Et les Belters y voient un moyen de se sortir de la merde de la ceinture et de la pauvreté en essayant de grappiller quelques miettes et coloniser au nom de l'OPA des planètes entières pour se libérer des chaînes de l'esclavage mises en place par Mars et la Terre. Naomi Nagata, en plus d'être un ingénieur de génie, est aussi une Belter farouchement impliquée dans le passé de l'OPA et de ses missions terroristes dans le but de se libérer de la population esclavagiste de l'ONU. On sait qu'elle avait eu une relation amoureuse avec un membre reconnu de l'OPA avant d'intégrer l'équipage d'Holden, un certain Marco qui était farouchement militant des Belters et de leur lutte pour se libérer de la politique des Inners. Elle a évoqué à plusieurs reprises avoir eu un fils avec ce Marco qu'elle n'a plus jamais revu après avoir participé à un attentat et avoir retourné sa veste en voyant que ce Marco était capable d'actes aussi extrêmes que terrifiants. Comme je vous l'ai dit, Holden et le Rocinante sont envoyés sur une planète au travers des anneaux, mais Nagata n'a connu toute sa vie que la gravité zéro et son corps est donc condamné à souffrir des effets d'une gravité plus forte sur une planète de la taille de la Terre. Histoire d'expliquer un peu pourquoi elle va en souffrir, un corps qui est exposé à l'absence de pesanteur connaît de profondes modifications. Moins de globules rouges, une masse musculaire nettement moins volumineuse à cause de l'absence de résistance, mais aussi d'une baisse de l'oxygénation du corps entier. Une masse osseuse plus faible et un manque de calcium et de minéraux. L'angle du regard aussi est plus bas que des personnes vivant à la surface d'une planète. Déjà, un astronaute est profondément touché en quelques mois, alors vous vous imaginez un corps humain qui n'a jamais été exposé à la pesanteur comme Nagata. Tous ces éléments vont faire des aventures de Naomi Nagata dans cette saison, une série de souffrances mais aussi de découvertes fantastiques de paysages qu'elle avait simplement imaginés pendant toute sa vie dans l'espace ou sur les stations de la ceinture. Vous vous doutez que ce Marco va faire son retour dans le paysage et que le danger qu'il représente va créer de nouveaux problèmes à Nagata, à Holden mais aussi à l'OPA qui doit rester propre pour maintenir son rôle de gouvernement fraîchement reconnu à la tête de la ceinture et à l'entrée des anneaux de transport. Justement, la branche politique de l'OPA, dirigée par Fred Johnson, a pris de l'importance dans l'échiquier de la galaxie parce que le Behemoth est à la porte de l'anneau principal et donc est un peu comme un poste frontière missionné par la Terre et Avasarala pour empêcher au moins provisoirement les navires de traverser le portail. Le navire est co-dirigé par Ashford et Drummer qui ont profondément souffert de l'épisode du ralentissement brusque et massif des navires à proximité des anneaux. Drummer est resté bloqué entre deux machines de transport de marchandises à cause du ralentissement massif provoqué par la structure basée au centre de l'anneau de transport. Ce ralentissement a été provoqué en protection contre la menace potentielle que représentait l'humanité. Drummer, comme un gros pourcentage des membres de l'équipage du Thomas Prince, ont donc été blessés ou tués par la décélération brusque. Ils gardent tous les deux des positions bien marquées pour la cause de la ceinture et de l'OPA, mais leur mission doit passer avant tout parce que leur position est stratégique. Ils font à présent partie de ceux qui ont leur mot à dire dans les décisions qui sont et qui vont être prises sur qui traversera les anneaux et sur ce qui sera fait au-delà de la frontière. Ils doivent sacrifier une partie de leurs idées pour l'intérêt général, même parfois en se mettant à contre-courant des dirigeants de l'OPA ou des extrémistes de la faction contre la guerre et Mars, dans un délire de coloniser les nouvelles planètes et rééquilibrer un peu les pouvoirs de la galaxie. Je vous avais dit que j'allais vous révéler quelques détails sur les nouveautés de cette saison 4 sur Prime Video. Deux personnages vont prendre de l'importance dans les événements et même si la première, Nancy Gao, était déjà dans l'équipe d'Avasarala en tant qu'employée, elle sera celle qui personnalisera l'opposition à la fermeture des anneaux et qui luttera pour permettre les voyages libres vers de nouvelles planètes et donc la colonisation de nouveaux mondes pour des populations moins riches ou qui n'avaient pas encore de terre à elle. Elle sera donc une voix pour défendre la cause des Belters dans une campagne d'élection pour le poste de secrétaire général des Nations Unies face à Avasarala. De l'autre côté de la galaxie, c'est un certain Meurtri qui fera des siennes pour attiser les tensions sur la nouvelle planète entre des Belters installés depuis peu et une délégation à la fois militaire et scientifique pour découvrir les mystères et les menaces de cette planète. Le petit détail amusant, c'est que le prénom de Meurtri est Adolphus, et la connotation bien négative donne quelques pistes sur le comportement du chef de la sécurité du Edward Israel, envoyé sur New Terra pour escorter la mission d'exploration scientifique lancée par la Terre et le Royal Charter Energy. Il est interprété par Burn Gorman, qu'on a pu voir dans Torchwood ou Game of Thrones en membre de la Garde de Nuit. Des traces d'installations extrêmement anciennes vont cristalliser les tensions,
et apporter de nouvelles menaces pour deux camps prêts à prendre les armes, et au milieu notre pauvre Holden qui essaiera de faire ce qu'il peut pour découvrir la vérité, calmer les esprits, essayer de comprendre les mystères de Miller, protéger son équipage, et en tête la pauvre Naomi qui va vivre une des saisons les plus traumatisantes, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Bizarrement, j'ai trouvé que cette saison était la moins propice à un changement de chaîne et de propriétaire, parce que c'est une saison transitoire entre deux aventures totalement différentes. Deux terrains de jeu qui passent du petit bac à sable à l'univers entier et toutes les menaces que les voyages lointains impliquent pour nos héros. À savoir que c'est Jeff Bezos en personne qui est intervenu pour sauver la série après l'annonce de son annulation par Sci-Fi. L'innovation principale est la manière de filmer, car le ratio d'images pour illustre est de 2/35 sur 1, alors que le reste de la saison revient au classique 16/9. Et je pense que c'est cette volonté de rendre un aspect plus cinématographique à New Terra qui a plombé une partie du budget de cette saison 4. Ne vous attendez donc pas à du space opéra comme c'était le cas en fin de saison 3 avec des navires qui s'affrontent contre une menace terrifiante et inconnue. Et même si on se rend compte de la grandeur de l'espace et des distances qui séparent tous les personnages, beaucoup de moments se déroulent dans des lieux clos, et même parfois en huis clos, avec une tension palpable pour les deux groupes qui doivent cohabiter de force sur la nouvelle Terre. Bobby est sur une station fermée et devra faire son chemin dans les couloirs entre sa volonté de rester caché et son besoin de justice pour les victimes. Avasarala affrontera ses propres décisions et sa volonté de protéger les populations tout en prenant parfois des décisions dangereuses et à la limite de la morale, et finalement les tensions entre les différentes factions de Belters vont être à l'origine des vrais problèmes qui lanceront les événements de la 5e saison qui est déjà en cours de production. On retrouve donc l'équipage du Rocinante, les Nations Unies dirigées par Christian Avasarala, les Belters avec à leur tête Drummer, Ashford et Fred Johnson, et un peu à l'écart mais dans une position encore une fois décisive, Bobby, de retour sur Mars, face à un soulèvement de la faction la plus nationaliste. Les tensions et les renversements de stratégie politique seront la clé de cette saison 4 dès le 13 décembre sur Prime Video. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve rapidement pour le top 10 des séries de 2019. Après ça, il y aura l'analyse de la saison tout entière de The Expanse, et j'ai quelques passages à revisionner, parce que comprendre les discussions des Belters en VO sans sous-titres, c'était un peu un exercice assez difficile. J'espère que vous avez aimé ce petit récap, et je vous demanderai, en plus de me lâcher un petit pouce en l'air, de partager autour de vous mon travail sur tous les réseaux sociaux pour qu'on soit un peu plus nombreux la prochaine fois grâce à vous. Si vous voulez être averti de la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche. Je poste régulièrement les news du site sur Twitter, ça doit être par là, et vous pouvez vous abonner pour être à jour de l'actualité. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, je crois que c'est là aussi, où je poste à peu près la même chose avec quelques petites stories un peu plus fun, et c'est là aussi que vous retrouverez mon programme à jour des vidéos qui arrivent. Pour aider la chaîne, vous avez mon compte Utip, vous pouvez me soutenir financièrement sans dépenser quoi que ce soit, par là. Et enfin Tipeee, où vous pouvez me proposer quelques euros pour m'aider à réaliser mes projets dans de bonnes conditions. Merci à vous d'avoir passé quelques minutes avec moi, on se retrouve dans peu de temps pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine, et en attendant, profitez bien, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté, et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.